Oui, oui, on t'entend, on t'entend. Ah ouais, j'ai entendu, j'ai vu que le recording s'était arrêté. Je pensais que c'était déconnecté. Ok. Voilà, on y est presque. Donc, juste pour dire que avec plusieurs sources, on avait d'abord l'API, on a les données qui viennent de Funnel.io et en troisième lieu, on avait aussi les données qui sont gardées dans un Google Sheet parce qu'un projet BI, principalement, c'est de regrouper plusieurs sources et de les automatiser, surtout, parce qu'on ne peut pas à chaque fois faire des tâches, des actions manuelles et avoir les données à disposition dans le data warehouse. Et plus tard, il y a une autre étape dans la modélisation, toujours dans l'étape 4, qui est la création des data marts. Donc, c'est quoi un data mart? Un data mart, c'est des sous-ensembles d'entrepôts de données, de data warehouse. Donc, on peut avoir genre par exemple, notre première source qui est l'API, il y a 10 tables de données, par exemple. On peut avoir des ventes, on peut avoir des commandes, bon, disons, on peut avoir des commandes, on peut avoir table client, on peut avoir une autre table produit, jusqu'à 10. Ensuite, on a une autre source qui est funnel.io qui nous donne 5 tables. On a les coûts, on a les plateformes, genre on a Snapchat, ce qu'on appelle les canaux de vente, je pense en anglais. It's channel, c'est channel en anglais. Et ensuite, on a une troisième source qui concerne le nom des. Bon, la deuxième source, la première source a 10 tables, le second a 5, et une troisième source qui a juste 2 tables. Donc, ils ont juste le nom des influenceurs et le prix qu'on les a payés. OK. Donc, si on a ce genre de data warehouse, donc on a 17 tables au total. Maintenant, ces 17 tables, ils n'ont aucune relation au début, lorsqu'on les amène dans le data warehouse. On a juste, par exemple, créé un dataset qui est un sous-ensemble d'une base de données ou bien un ensemble de tables qui englobe 17 tables. Maintenant, l'étape suivante, bon, il y en a, ils vont toujours le faire dans le data warehouse, ils vont essayer de faire la modélisation, le nettoyage des données, ce qu'on appelle data processing, data cleansing, data preparation, tout ça dans le data warehouse. Mais maintenant, dans les best practices, ce qu'on fait, c'est on sépare les couches de base de données. Par exemple, là où on a importé nos 17 tables, on va appeler cette couche bronze layer. Donc, bronze layer dire troisième niveau. Par exemple, dans les Jeux Olympiques, on a bronze, une médaille de bronze. Donc, ça, c'est la dernière couche vraiment en bas. Ça, c'est les 17 tables. Ensuite, on vient au second level, le second niveau, qui est silver level. Donc, c'est ce qu'on appelle layer silver. Donc, c'est la seconde couche qui va avoir, au lieu de 17 tables, maintenant, on a juste 13 tables. Vous pouvez me demander où sont passées les 4 autres tables. Parce que ces 4 autres tables, on s'est rendu compte qu'on n'en a pas besoin. Et aussi, il fallait trouver un lien entre les 3 sources de données. La source de données de l'API qui vient de Magento, la source de données qui vient de Funnel.io qui concerne les publicités et la dernière source qui amène les données des influenceurs qui font les publicités. Donc, le but, c'est vraiment de modéliser et de trouver des relations avec les clés primaires. Les clés primaires, c'est les colonnes en commun qui permettent de relier les différentes sources de données pour avoir une source homogène. Donc, sur cette source, s'il y a un client ou bien un client qui a passé une commande sur Facebook, par exemple, on doit savoir d'où est-ce que ça vient. Donc, il a passé la commande sur Facebook. L'API, l'API, il nous montre qu'il a passé la commande sur Facebook. On doit être capable de traquer et de connaître quelle a été la campagne que le client a vue ou a pu interagir avec pour passer une commande sur notre site web. Donc, c'est ce genre, on appelle ça marketing attribution. Bon, c'est un peu avancé, je ne connais pas le mot en français, désolé, mais ça s'appelle marketing attribution. Donc, chaque client connaît d'où est-ce qu'il vient, c'est quoi le canal le journée, le parcours
passer une commande sur notre site. Okay. Et enfin, donc ça, c'est la modélisation du data warehouse et le data mart. La plupart du travail se passera ici, en général, la modélisation du data warehouse et le data mart. Si c'est bien fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de travail sur la dernière, à moins que ça sera un projet très, 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 très grand. Mais si la plupart du travail doit être fait sur la modélisation du data warehouse ensuite, la dernière étape technique, disons, ça sera l'implémentation des tableaux de bord. Donc, ça, l'outil le plus connu et qui est leader dans le domaine, c'est Power BI, Microsoft Power BI. Donc, on peut connecter ça avec les data warehouse. Bon, un exemple de cloud data platform, par exemple, c'est Snowflake. J'aime bien utiliser cet exemple. Il y a aussi Google BigQuery. Il y a aussi Microsoft SQL Server. Il y a Postgres, and so on, and so on. Il y en a plusieurs. Mais chaque base de données aussi a ses particularités et a ses avantages et a ses avantages. Et après avoir fait notre modélisation, on va juste connecter cette data warehouse et data mart. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les data warehouse et les data mart, ce n'est rien d'autre que des bases de données. Moi aussi, au début, je me disais, c'est quoi la différence? Je me posais beaucoup de questions jusqu'à ce que j'ai assisté au premier projet BI. Ça peut paraître, je sais pas, fancy, ça peut paraître un peu impressionnant, mais c'est en réalité juste des bases de données avec des tables et des noms et des relations, rien d'autre. Donc, le but de la modélisation dans le data warehouse, parce que ici aussi j'ai utilisé modélisation, ce qu'il y aura aussi s'il s'agit de Power BI, c'est d'établir vraiment, nettoyer les clés primaires. Donc, pour relier un client qui vient d'une source à une autre, il faut qu'ils aient les mêmes identifiants. Si c'est majuscule, ça doit être majuscule. Si c'est minuscule, par exemple, si on écrit Abdul avec A majuscule, on doit aussi écrire Abdul avec A majuscule dans l'autre source. Si ce n'est pas le cas, on met tout. Il y a des fonctions sur SQL qu'on peut utiliser pour juste normaliser justement les données pour qu'ils soient uniformes. Et maintenant, la modélisation à la dernière étape technique se fera plus facilement. Et qui est l'implémentation des tableaux de bord. Ça, principalement, franchement, c'est l'étape pour moi qui est la plus facile parce que voilà, tout le travail a été fait lors des précédentes étapes, notamment la modélisation du data warehouse. C'est la partie la plus critique d'un projet BI. Donc, si c'est bien fait, cette étape, vraiment, il ne peut pas y avoir de problème. Maintenant, il y a plusieurs outils et leur fonctionnement peut différer. Donc, Power BI, ça nécessite une modélisation on top, en plus de ce qu'on a fait dans le warehouse. Et si c'est, par exemple, Looker aussi, récemment, ils ont été acquis par Google. J'ai discuté justement tout à l'heure avec Mohamed de cela. Eux, ils nécessitent aussi une modélisation et ils ont un langage qu'ils appellent LookML. Donc, vous pouvez regarder ça aussi. Et il y a aussi Tableau, qui est très connu et ils sont vraiment spécialisés dans la visualisation. Différemment de Power BI, eux, ils se focalisent vraiment sur les visuels, que ça soit vraiment ergonomique. Ergonomique, ça veut dire que facile à voir, facile à utiliser, qui relate ou qui exprime vraiment ce que le business user, ce que l'utilisateur des tableaux de bord veut voir. Donc, eux, ils sont focalisés plutôt sur les chartes graphiques, que ça soit bien joli, bien visible, facile à utiliser, ajouter des filtres, créer divers graphiques que les utilisateurs peuvent utiliser, les business users en général. Et ensuite, voilà, la dernière étape qui fait partie d'un projet BI, mais qui est généralement très, très rarement mentionnée, c'est la présentation du livrable et le training. Dans les slides précédents, j'ai eu à mentionner qu'il faut toujours prendre le temps d'organiser des réunions et de présenter le travail qu'on a fait. Parce que ça peut paraître évident pour nous qui l'avons fait, mais ça ne l'est pas pour l'utilisateur final. Donc, il faut les expliquer. Si on a ajouté un filtre, il faut les expliquer le filtre. Il faut ajouter des notes, dire que voilà, les données sont disponibles à partir de 2020. Parce que voilà, il y aura toujours
quelqu'un qui va venir te demander où sont les datas de 2015. Mais le projet, en réalité, vous allez juste mettre des notes que vous avez discutées à l'étape 1, qui était la spécification des besoins. Donc, si le projet, le scope, on dit, du projet, ça inclut seulement les données de 2020, il faut commencer avec les données de 2020. Maintenant, si ça inclut plus des données historiques, il faut les inclure aussi. Donc, toutes ces notes-là, il faut les inclure. Trouver une manière vraiment ergonomique pour ne pas encombrer les graphiques qui sont dans le tableau de bord et pour permettre à l'utilisateur d'avoir une meilleure expérience en termes d'ergonomie et d'utilisation. Donc, ça, c'est les étapes d'un projet BI en général. Donc, vous pouvez voir 7 étapes, vous pouvez voir 10 étapes, vous pouvez voir 4 étapes, mais j'ai essayé vraiment de tout regrouper, même ce que je n'ai pas mis ici, j'ai essayé vraiment d'en parler un peu et voilà, de partager avec l'expérience que j'ai eu à faire et à voir ici, parce que voilà, le marché ici, ce que j'aime bien, c'est ça va vite. Donc ça, c'est une architecture que Snowflake en général, il suggère, parce que voilà, on est des partenaires ici dans le Middle East, on est partenaire avec Microsoft. Ça revient à ce que je vous disais, parce que mon manager, tout le temps, il a évité d'être voilà, vraiment piégé dans un outil. On est partenaire avec tous ces outils, on travaille en étroite collaboration avec eux. Ils nous partagent tout le temps les best practices, il y a des nouvelles fonctionnalités, on les partage avec nos clients également. Donc, le secret, vraiment, s'il y a quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est ne pas se focaliser sur un outil. C'est bien d'être expert sur un outil, mais après, il ne faut pas essayer d'évangéliser les gens ou ses clients pour qu'ils utilisent juste un outil. Donc, il faut vraiment être ouvert à explorer d'autres outils et voilà, les utiliser à bon escient. Donc, là, comme vous pouvez voir, on a principalement 4 étapes, ce qui revient à 4 étapes, parce qu'on a au total 6 étapes et le premier et le dernier ici sont des étapes qui ne sont pas techniques. Donc, ça revient à ces 4 étapes-là. Donc, ça, c'est les data sources, c'est la collection des données. Donc, ils ont eu des données de transaction dans leur base de données. Aussi, qui enregistrent des données. Ils ont des third parties. Third parties, ça peut être des données, par exemple, externes qu'on peut utiliser, parce que des fois, il arrive qu'il y a des données externes qu'il faut prendre en compte pour faire des comparaisons. On pourra développer ça dans des sections techniques. Il y a des web et des log data. Ça, c'est des données streaming en général. Et il peut y avoir d'autres données, peu importe. Donc, ça, c'est la première étape, c'est data gathering. Donc, c'est juste la collection des données. Maintenant, après, il y a cette deuxième phase qui est l'ETL, donc extraction, la transformation et le chargement, où on extrait, on charge déjà, et puis la transformation se passe ici, comme j'ai eu à parler juste avant. Ensuite, la dernière étape, c'est la création des data marts. Donc, ici, vous avez vu, ce n'était pas prévu, mais je vois trois couches. Donc, on peut dire qu'on a des couches pour le département financier, on a un data mart pour le département financier, on a un autre data mart pour le département marketing, on a un autre data mart pour les data scientists, parce qu'eux aussi, ils font plusieurs tests. Donc, le data lake ici, ça interagit avec cette flèche, ça échange avec le data warehouse. Donc, eux aussi, ils ont besoin de données disponibles pour eux pour pouvoir faire des analyses avancées. Parce qu'ils ne vont pas se limiter juste à une analyse descriptive, mais plutôt, ils vont aller au-delà de ça et faire des analyses prescriptives et des analyses prédictives. Donc, ça aussi, on pourra faire une autre session où on va parler des types d'analyses, où il y en a plusieurs. Donc voilà, ça c'est une architecture, c'est le data storage, c'est principalement le data warehouse, la création et l'utilisation du data warehouse, les data maps. Et enfin, on a juste les dashboards ou les rapports, comment on les appelle, reports en anglais. Et voilà, ça peut être à disposition. Voilà.
dernier slide, voilà, vu que ça intéresse beaucoup de gens en général, je ne parle pas de cette formation, mais juste en général, les gens, dès qu'ils entendent parler de BI ou de data, ils commencent, ils sautent et s'excitent à propos des outils. Mais voilà, pour les plateformes cloud, vraiment, j'ai essayé de faire les pionniers en fait. On a Google Cloud Platform, principalement Google BigQuery qui est utilisé comme outil d'entrepôt de données, de data warehouse. On a Microsoft Azure avec les Azure Synapse. Vraiment, Microsoft, je ne suis pas très fan pour des raisons qu'on ne va pas discuter ici, mais voilà, ils ont aussi des outils très, très intéressants. J'ai eu à les utiliser, mais je ne suis pas très fan parce que voilà, je trouve que le marketing est un peu agressif. Ensuite, on a Snowflake qui est vraiment, vraiment facile à utiliser, même si ils ont des coûts un peu élevés. Donc, on pourra faire la prochaine session, peut-être, on pourra faire une session technique, une session pratique où tout le monde va utiliser, voilà, essayer de commencer ou d'apprendre les bases de Snowflake en créant une base de données, créer un dataset, créer des tables, faire des relations, des joins. Et voilà, apprendre un peu SQL également. Et enfin, il y a AWS Bucket. Donc, il y a toute une plateforme ou une pléthore d'outils sur Amazon Web Services. Donc, S3 Bucket est juste un qui permet de stocker des fichiers CSV, TSV ou texte également. Donc, pour les outils de visualisation, on a les leaders aussi du marché. On a Microsoft Power BI. Bon, Tabular Editor, c'est et DAX Studio, c'est juste des add-ons, on les appelle. C'est des outils qu'on peut utiliser avec Microsoft Power BI. Bon, des outils complémentaires de Power BI. Donc, ça permet de faire quelques tâches que Power BI ne peut pas faire en lui-même ou ne peut pas faire très rapidement en tout cas. Et il y a Looker aussi, dont on a parlé tout à l'heure. Ils ont un langage LookML. Donc, c'est basé SQL, c'est facile à apprendre. Bon, ça m'a pris 2 mois. Bon, je l'ai appris à travers mon projet, donc j'étais chanceux d'être en contact avec les gens de Looker qui ont partagé des fichiers que je pourrais partager une fois que je les aurai ouverts. Parce que voilà, il y a beaucoup de documentation aussi. C'est un outil Google maintenant. Et il y a Tableau aussi qui est le plus connu comme outil de visualisation. Ensuite, on a les outils ETL ou ELT. Genre, ça permet juste de prendre les données d'une source et les mettre à une autre. Par exemple, Fivetran, par exemple. On a DBT qui permet de faire la modélisation, la transformation, convertir les colonnes. Si c'était string, on a besoin de type numérique. On a Funnel.io qui a plusieurs fonctionnalités. Ça peut permettre de centraliser déjà les données marketing qu'on a fait sur les réseaux sociaux. Et on peut aussi les centraliser et notamment collecter les données et les envoyer dans notre data warehouse qui peut être chacun de ces outils ici. Il y a aussi Alteryx qui est un outil que beaucoup pensent que c'est ETL, mais c'est plus que ça. Ils permettent, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un outil qui est vraiment puissant. Ils sont en train de s'agrandir grandement dans le marché de l'analytics. Donc, il faut regarder, ils ont plusieurs sources, plus de 180 sources qu'on peut connecter à notre base de données, faire des transformations. La particularité d'Alterix, c'est qu'on n'utilise pas de code, c'est des outils drag and drop. Donc, si je veux Alterix, je vais essayer d'envoyer ce lien sur le chat. C'est vraiment, ça prône le self-service. Donc, tous ceux qui ne sont pas aussi techniques, ils peuvent utiliser cette plateforme en ayant bien sûr les bases sur voilà, la mine à partager aussi. Donc, essayez de regarder ça et puis voilà, on aura l'occasion, j'espère bien, d'avoir d'autres sessions où on pourra creuser en profondeur chaque outil et parler de leurs fonctionnalités. Voilà, on a dépassé largement le temps. Normalement, ça devrait être 1 heure, mais voilà. Merci en tout cas si vous êtes resté jusqu'au bout et de m'avoir accordé votre attention. Et voilà,
si vous avez des questions, n'hésitez pas. Prendre quelques questions, discuter. Si quelqu'un aussi a envie de partager son expérience, ou voilà, parce que je suis là aussi pour échanger, pour apprendre de vous, et échanger également sur sur la passion qu'on partage nous tous, qui est la data. Voilà, merci en tout cas, et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Lamine, the floor is yours. Merci à toi, comment on dit, Abdou. J'en ai appris, j'ai appris beaucoup de choses. Je sais que pour, comment dire, pour ceux qui sont dans l'IT, le but, c'était pas de présenter des tableaux de bord, mais plutôt d'avoir comment dire, les fondations de bien gérer un projet analytique, surtout parce que les entreprises maintenant, avec, pas simplement avec la Covid, surtout avec la Covid, après la Covid, ils essaient de remplir les caisses. Et ces genres de projets-là devraient être pilotés, mesurés, comme tu l'as dit, avec Peter Drucker, qui est très important pour mesurer les projets qu'on fait, aussi bien en interne qu'en externe avec les entreprises clientes qu'on a, et essayer de les driver. En complémentarité, ce que je pourrais partager, c'est, comment dire, puisque je ne connais pas principalement Tableau et les autres outils, certains d'entre vous me connaissent comme un féru de Microsoft. Et pour moi, je me dis que Power BI est vraiment un outil qui est très puissant. Si on connaît ces concepts-là que Abdou vient de dire surtout. Et depuis que Microsoft Power BI est venu, il y a, comment dire, il est leader après Tableau, bien sûr, qui est un autre outil très, très puissant aussi, qui vous permet de faire des tableaux de bord et pouvoir prendre des décisions si vous êtes un entrepreneur ou bien un manager qui gère des équipes. Et en complémentarité sur Power BI, faut savoir que Power BI, il y a plusieurs couches. Il y a des applications desktop, il y a des applications mobiles, et il y a des applications pour certaines entreprises comme les banques, ceux qui sont dans la santé. S'ils ont vraiment des données, comme on le dit, personnelles et des données sensibles, ils ne peuvent pas utiliser Power BI comme les entreprises. C'est Power BI Service. Pour ceux qui sont dans des domaines très réglementés, il y a Power BI Report Server qui est mis en place directement dans, dans un serveur local que vous allez administrer et pouvoir gérer tout ce qui est visualisation. Donc, je ne sais pas pour Tableau s'il y a ou bien Looker ou bien Data Studio, mais je sais que cette particularité-là, Microsoft a pris en considération plusieurs, plusieurs modèles d'utiliser Power BI surtout. Et dans Power BI, comme je le disais, il y a un outil, pas un outil, mais un langage qui s'appelle DAX, qui signifie Data Analysis Expressions. Et DAX Studio, c'est ça son importance, c'est avec un modèle de données que vous avez déjà fait, modéliser et tout, DAX Studio vous permet de faire des mesures et des colonnes calculées que vous allez mettre dans votre rapport pour mesurer, faire des tableaux de bord en fait. Et DAX Studio est une complémentarité sur, Power BI. Il y en a d'autres qu'on aura la chance de pouvoir utiliser. C'était simplement cela que je voulais ajouter. Et ensuite, pour moi, qui suis je monte en compétence côté data analytics, la question que je me demande tout le temps, c'est, pour les débutants, est-ce qu'ils doivent savoir par où ils doivent commencer exactement? Est-ce qu'ils doivent commencer par les bases de données, puisque c'est l'une des premières sources qu'on utilise, ou bien est-ce qu'on doit savoir beaucoup plus les objectifs qu'une entreprise
comment dire, veut attendre avec un tableau de bord. Pour moi, c'était ça ma question. Si vous avez des questions pour les autres, il suffit juste de cliquer sur la main, vous levez la main et j'active votre micro et vous parlez à Aziz. Inch'Allah. Ouais. Merci Lamine pour ton intervention. Je pense que les points dont tu as ajouté ici, c'est très important, surtout les données sensitive data dont on parle en anglais, notamment les banques et les agences financières. Donc, eux, il faut des serveurs spécifiques qu'on configure en local pour que les données ne font pas fuite sur Internet, en fait, parce que voilà, les hackers sont là, il y a la cybersécurité, ça se développe de plus en plus. Donc, voilà. Merci pour ce point. Et je profite également pour te remercier vraiment pour l'effort que tu as fait pour organiser cette session. Et voilà, comme on a discuté, je pense que voilà, ça c'est juste le premier d'une longue session. Donc voilà, on va continuer à collaborer dessus. Maintenant, pour revenir à ta question, pour regard concernant les débutants. Donc, pour moi, et ce qui est conseillé ces jours-ci, c'est vraiment de connaître ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai choisi ce thème, genre data-driven déjà. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi il faut utiliser les données? Parce que je suis d'accord, on peut toujours apprendre sur Internet en un clic. On va avoir des tonnes et des tonnes de liens qui vont nous montrer comment utiliser SQL, comment faire son premier dashboard sur Power BI, comment faire un data warehouse et tout. Mais ce qui manque surtout avec les clients, et je te dis, il y a des entreprises qui font des millions de dollars ici dans le Middle East, ils ne comprennent pas ce qui est un projet BI, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Du coup, ils amènent des nombres erronés parce que les données ne sont pas centralisées. Et ils font perdre du temps et de l'argent au management parce que chaque fois qu'il y a réunion, ils viennent avec des nombres qui sont erronés aussi. Tout ça parce qu'ils ne sont pas bien éduqués et qu'ils ne connaissent pas c'est quoi un projet BI. Ou bien s'ils ne connaissent pas, ils sont un peu réticents, disons, ils sont un peu conservateurs dans le sens où il ne faut pas s'ouvrir et laisser de la place à l'analyse de données. En tout cas, comment c'est fait maintenant d'une manière moderne en utilisant des outils cloud. Donc, l'importance pour moi, pour répondre à ta question, c'est de connaître d'abord le but, mais sans pour autant négliger aussi la partie technique, parce que la partie technique, at the end of the day, c'est très important. C'est ce qui permet de réaliser des projets. Mais plus on avance, parce que tout le monde aspire aussi à avancer, à occuper des positions seniors, plus on avance, on se rend compte que c'est très très important de connaître le but principal de ces projets BI et comment les interpréter, surtout les comprendre, le développement et le but final. Donc, techniquement, c'est bien. On peut commencer pas à pas avec SQL déjà, parce que SQL est très important à connaître lorsqu'on veut être développeur BI ou data analyst ou data analytics. Bon, il y a plusieurs profils. Hein. Il y a aussi les data engineers. Data engineers, beaucoup de gens les confondent avec les administrateurs de bases de données, mais c'est très, très, très différent et très loin. Et c'est un peu loin aussi, même s'ils travaillent en étroite collaboration avec les développeurs BI, c'est des choses très, très différentes qui n'ont rien à voir en termes de tâches à exécuter. Maintenant, il faut se documenter, il faut commencer avec Power BI. Il y a des liens que je peux partager qui peuvent aider à commencer son parcours sur la BI ou l'analyse des données. Mais toujours garder en tête l'utilité et le produit final et pourquoi on est en train de faire ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on ne peut pas faire des dashboards bien beaux, mais qui ne sont pas utilisés. Voilà. Après, pratiquement, je pourrais partager les étapes à suivre, genre comment faire de A à Z pour commencer son parcours technique. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question, Lamine. D'accord. Oui, pour moi, c'est beaucoup. Je suis preneur de liens. Voilà, je vais partager quelques liens
preneur sur les emails. Je vais essayer de les collecter. Bon, j'étais en congé, mais je reprends demain. Mais voilà, vous allez recevoir un email avec quelques liens, tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Comme ça, vous pouvez commencer votre journey du coach. Merci pour ta question aussi. Et merci. Y a-t-il d'autres questions? Là, on n'est pas beaucoup. Hein. Si vous voulez vous présenter rapidement, 1-2 minutes, juste pour avoir une idée de qui était là, ça serait pas mal. Si vous voulez, bien sûr, mais sinon, c'est pas grave. Juste pour connaître un peu l'audience. Ok, Fadjimba veut parler. Tu peux désactiver ton mic. Allô, vous m'entendez? Ouais, je vous entends. Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Fadjimba. Merci beaucoup pour la présentation et le webinaire. On a beaucoup appris de vous avec Monsieur Ndiaye aussi. Et moi, je suis étudiant à IAM. Je suis en master de Business Intelligence et Big Data. Donc, quand j'ai vu ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup éclairé. C'est vrai qu'à IAM, on parle beaucoup plus des technologies, mais la data, c'est vraiment important. Il faut connaître le contexte, à quoi ça va servir les données, tous ces aspects-là, parce que les choses techniques, c'est accessible en ce moment, on peut vite les apprendre, mais si on n'a pas cette culture de la donnée, ça va être compliqué. Mais en tout cas, moi j'ai un problème un peu. Je ne sais pas vraiment comment on fait un bon storytelling, en fait. Ouais, ça c'est une bonne question et ça va prendre des heures parce que même les spécialistes du domaine, et c'est pas clair en tout cas, mais c'est une bonne question qu'on va noter avec Mohamed et puis voilà, on va essayer de faire une session où on va vraiment se focaliser sur le storytelling avec les données. Mais c'est juste une manière de communiquer et de mettre les tableaux de bord de sorte à attirer l'attention. S'il y a croissance, on utilise le vert, par exemple, pour montrer qu'il y a eu croissance. Et s'il y a eu une perte, par exemple, on utilise le rouge. Donc ça, c'est juste un petit indice qu'on peut utiliser dans le storytelling pour attirer vraiment l'attention de l'utilisateur final, pour leur montrer s'il y a des problèmes, s'il y a des croissances ou bien tout va bien, si on suit des couleurs uniformes. Voilà. J'espère que ça a répondu à ta question. Oui, ça a répondu. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais laisser les autres qui parlent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi pour ta participation. Merci beaucoup. Je vais contribuer sur le storytelling. C'est l'art de raconter une histoire en des termes qui va toucher la sensibilité des gens. Par exemple, pas sur les données, mais je vais l'utiliser dans un contexte marketing. Comment on peut l'utiliser pour une entreprise? Imaginons par exemple une personne qui s'appelle Daouda. Daouda est un jeune étudiant qui vient de démarrer en BI et qui veut avoir un master en Big Data et BI. Mais le seul problème qu'il a en ce moment, c'est qu'il n'a pas les moyens de s'offrir cette nouvelle apprentissage, cette nouvelle technologie. Comment il va faire pour ensuite gagner le but avec Daouda, c'est qu'il puisse avoir toutes les chances de son côté pour pouvoir le faire. Et donc, une entreprise lambda qui s'appelle XYZ offre des masters en BI, offre des bourses en fait, et que Daouda a la chance de déposer et en disant que je suis Daouda, j'ai tel, je veux faire un master en Big Data, BI, Data Visualization pour apporter, beaucoup plus d'impact dans ma communauté. Et donc, cette entreprise-là
va utiliser du storytelling pour attirer Daouda dans son entreprise et pouvoir lui offrir cela. C'est juste comment utiliser le storytelling pour comment dire, attirer les entreprises en fait. On peut très bien l'utiliser comme dans le cas, dans ce webinaire-là, les data. L'important, c'était pas de, avec un tableau de bord, l'utilité d'un tableau de bord, c'est pas de faire de beaux charts, de beaux visualisations, mais plutôt de raconter une histoire pour prendre des décisions et prendre les bonnes décisions sur tout cela. Il faut capter juste que le storytelling, c'est un art d'utiliser les paroles pour attirer des clients, des talents et pouvoir impacter positivement sa communauté. Ouais. Voilà. Effectivement, merci pour cette clarification. Vraiment très large et voilà, c'est à explorer, disons. Les questions, il n'y a pas d'autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut aussi... Bonsoir. La première voix de dame qui rentre dans ce... Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir en tout cas, merci pour ton courage. Hein. Il est partagé, le plaisir est partagé. Je salue Lamine et Seigne Bara que je vois dans les participants. Bonsoir Nogay. Là, c'est une entrepreneur qui parle. C'est la grande entrepreneuse de Anglemania qui parle, une amie, une sœur qui fait de très belles choses avec son école Fantaisica, qui forme des filles à comment dire, tout ce qui est voilà, en esthétique. Voilà. Je te laisse te présenter, Nogay. Ah ben, tu as déjà tout dit, hein. Je suis entrepreneur dans le secteur de la beauté, donc j'interviens un peu sur l'ensemble de la chaîne de valeur avec des instituts Onglemania spécialisés dans l'onglerie et un centre de formation. Alors, moi, ça m'intéresse hein, aujourd'hui, tout ce que vous avez dit, même si je trouve un peu technique et beaucoup de temps qu'il faut passer en tant qu'entrepreneur dans ça. Mais c'est des informations qui sont aujourd'hui très, très, très importantes pour piloter une entreprise. Moi, je galère tous les jours à colmater un peu les choses, les chiffres, parce que c'est les chiffres qui nous permettent de driver un peu. Maintenant, ma question, ce serait au fait, j'ai deux questions. La première, elle va dans le sens de la détermination des différentes informations ou KPIs qu'il faut avoir pour bien piloter, au fait, prendre des décisions. Parce que c'est ce mal-là que j'ai aujourd'hui, parce que j'ai des logiciels, des systèmes d'information, métiers que j'ai, mais je n'arrive pas à dire exactement c'est quoi les KPIs qu'il faut mettre dans le dashboard pour pouvoir les analyser. Ça se fait au fur et à mesure, bien sûr, mais j'aurais bien aimé pouvoir savoir c'est quoi les éléments qu'il faut mettre dans le dashboard, si c'est ça le bon terme. La deuxième chose, c'est que moi, je sais qu'avec tout le temps entre la stratégie et l'opérationnel, aller voir les outils, mettre les outils avec les applications ou les systèmes que j'ai actuellement, les comprendre et les mettre en place va être difficile. Est-ce qu'il faut l'intervention d'experts comme vous, Aziz et Lamine, pour mettre ça en place? Et si oui, comment ça se passe et combien ça coûte? En tout cas, merci d'avoir... Je ne pensais pas que ça serait beaucoup plus vite que ça. Mais je laisse la parole à Aziz pour répondre aux questions. Comme ça, c'est lui l'expert. Ouais. Moi, je suis juste un passionné. Bon, on est là tous pour apprendre. Hein, donc, moi, expert, ça fait peur. Si on voit les titres experts sur LinkedIn, ça fait un peu peur. Ouais, tu as raison. En tout cas, merci pour ton intervention aussi. Ouais, bah, c'est vraiment courageux et merci pour ton attention, tout comme tout le monde ici. Hein.
Et tu as posé des questions vraiment, vraiment importantes et qui est le problème commun de tous les genres PME, disons, dans les entreprises en phase de croissance. Donc, c'est vraiment, vraiment le moment qu'il faut commencer à penser à intégrer ces systèmes. Donc, je ne dis pas d'aller acheter des outils qui sont très chers, mais juste avec Excel et Power BI, avec des subscriptions de $10 par mois, on peut commencer à avoir des dashboards ou des tableaux de bord qui sont vraiment optimisés. Maintenant, pour la description et quel KPI choisir pour mettre dans les dashboards, tout va dépendre de ce que tu veux, de tes objectifs en court et long terme. Donc, si tu veux augmenter les clients qui viennent, il y a des KPI qu'il faut suivre. Donc, ça, il faut vraiment être un peu agressif dans les campagnes marketing pour avoir des clients. Maintenant, avoir des clients, c'est une chose. Les retenir, c'est une autre chose. Donc, comment faire pour fidéliser les clients qui viennent chez toi aussi, ça, c'est un autre point. Donc, tout ça, s'il y a des analyses comme cohort analysis qui permet au business de comprendre leurs clients et la segmentation notamment de RFM que j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a ces types d'analyses qu'il faut essayer de mettre en place petit à petit, à petite échelle, tout le long du développement. Mais au moins, comme vous avez eu à mentionner que vous avez des outils que vous avez déjà en interne, il faut vraiment essayer de tout centraliser, de tout traquer d'une manière correcte, parce que ce qui arrive dans les entreprises qui sont en phase de croissance, tous, ils ajoutent juste des choses, mais sans pour autant regarder dans le long terme, parce qu'ils sont tellement occupés. Ce qui se comprend, hein, genre, je n'ai rien contre eux, ça se comprend parce qu'ils sont tellement occupés à faire croître le business qu'ils négligent des choses qui peuvent leur être très, très utiles dans le futur. Donc, pour les KPI, pour summarize, comment on dit summarize, pour résumer, il faut juste définir tes objectifs dans le long et le court terme. Et ça, c'est à toi de travailler avec un expert de données. Bon, je me ferai plaisir de m'entretenir avec vous et Lamine aussi pour avoir une première discussion à ce propos et vraiment dégager les KPI qu'il faut suivre et mettre dans les dashboards. Mais après, voilà, vous pouvez continuer à les suivre chaque jour. Et voilà, tout dépend de la période dont vous voulez les suivre. Maintenant, la deuxième question, c'était quoi? J'ai tellement parlé que j'ai oublié. La deuxième question, c'est est-ce que pour mettre tout ça en place, les outils et tout ça, est-ce qu'il faut le faire soi-même ou est-ce qu'il faut des experts comme vous? Et combien ça coûte? Pour les outils, je pense qu'il faut au début, pour ne pas se lancer dans des cercles vicieux ou choisir les mauvais tools, il faut l'avis d'un expert. Au moins pas dans le long terme, mais au moins dans le long terme comme consultant ou comme support pour vous aider à choisir les outils. Parce qu'il faut aussi faire des prédictions dans le long terme pour prévoir la quantité et la croissance des données du business dans le long terme. Donc, tout ça, là, c'est des facteurs à prendre en compte avec l'expert qui va vous dire étape par étape comment il faut faire et quel outil il faut choisir. Mais pour les petits business, il y a toujours des moyens, genre, pour trouver les meilleurs outils à bon prix, côté qualité-prix, quoi, disons. Donc, le prix, je ne sais pas comment ça se passe le marché sénégalais, donc ça, je ne peux pas trop me prononcer dessus, mais voilà, maintenant, c'est des talents qui sont vraiment, vraiment demandés dans Ouais. Ce que je pourrais faire, c'est avec Aziz qui est là, je vais te contacter pour qu'on fasse un meeting. Tu nous détailles un peu plus tes objectifs à long et court terme. Et nous, en fonction des outils pour réduire les coûts, il y a des outils gratuits comme il y a des outils payants. Power BI en fait partie sur les outils payants.
pour pouvoir visualiser et partager le tableau de bord. Pour les petites entreprises, c'est à $10. Il y en a d'autres. Mais pour les premiers temps, je pense bien qu'on peut utiliser Aziz. Corrige-moi si je me trompe, il y a Google Sheets qui est déjà très bien, ou Excel pour faire des tableaux de bord. Et Google Data Studio aussi pour faire des tableaux de bord gratuits. Puisque Google Data Studio est très simple d'utilisation, mais aussi, gratuite pour faire avoir un tableau de bord sur les différents sur les différentes choses à faire. Aussi bien les départements que, voilà. Donc, désolé de t'interrompre. Je voulais dire qu'il y a des outils open source qu'on peut utiliser. Voilà, des outils open source. Mais voilà, pour ça, on pourra aider Nogay, genre pour un consulting. C'est notre sœur, quoi. Et puis, elle a été courageuse de rester jusqu'à la fin. Donc, vraiment. Merci d'abord. On peut faire quelque chose avec elle. Il n'y a pas de souci. On a vraiment du pain sur la planche. C'est pas simplement, comment dire. Elle n'a pas une seule entreprise, hein. Elle a des entreprises. Il n'y a pas de souci. Et où à Dubaï? Ouais. Je suis à Dubaï. Comment? Il faut préparer les billets d'avion. Inch'Allah, à mon problème. Ouais, parce que là, il y a juste un décalage de 4 heures. Ouais, mais sinon, voilà, ça va. On pourra prendre ça hors ligne, il n'y a pas de souci. On va organiser ça avec la mine. Et encore merci pour ta question et pour ta participation. On va essayer de prendre les 4 minutes là s'il y a d'autres qui veulent se présenter et interagir. On n'est pas beaucoup, donc vraiment, j'apprécie le fait que, voilà, d'habitude, il y a des webinaires, personne ne veut interagir, mais voilà, nous, on a la meilleure audience, quoi, de Mohamed Lamine. Je vais choisir au hasard Ousseynou. Si tu es toujours là, tu peux lever la main pour... Ou bien Ousseynou, il est parti. Je pense que Ousseynou n'est pas là. Monsieur Len, c'est qui sur la main? J'ai des problèmes de micro. Ah, ok. J'ai activé ton micro. Hein. Ou bien c'était pas Ousseynou? Ousseynou et Len. Bon, maintenant, après, c'est pas grave. Hein, on a toujours LinkedIn. Pour moi, meilleure manière de me contacter, c'est sur LinkedIn en général. Donc, voilà, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. J'ai partagé mon profil sur le chat. Et voilà, il y a mon adresse email aussi que j'ai partagé, mon adresse email personnelle. Donc, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais essayer de répondre le plus tôt possible. Sinon, Mohamed, on peut... We can wrap up. S'il n'y a pas d'autres questions. Ouais, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut s'en arrêter là. Ouais. On peut conclure. Pour le voir, oui, j'ai vos adresses email. Laissez-les comme ça, aussi bien le support que les vidéos, puisque je l'ai enregistré. Je vais le mettre sur peut-être YouTube et pour que les autres puissent le visionner. Vous laissez vos mails, vous m'envoyez juste le message dans le texte et moi, d'ici demain, normalement, je vous l'envoie, Inch'Allah. Merci beaucoup, Mohamed, encore d'avoir organisé cette session et merci à tous les participants.
Et au plaisir de vous revoir très bientôt pour une autre session. Et voilà, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à tous. Bye bye. Bye bye. À très bientôt. À très bientôt, Inch'Allah.